ravi de vous présenter la thématique sur les préférences motrices. Alors certains d'entre vous, j'ai bien reconnu, connaissent bien, d'autres vont découvrir. Alors, pour ceux qui connaissent, j'ai essayé de changer un petit peu mon topo, ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc avant toute chose, qu'est-ce que c'est une préférence motrice? En fait, c'est une gestuelle naturelle. Donc ça s'acquiert très très tôt dans la vie. Bernard va nous présenter la réflexe archaïque juste après. C'est un peu pareil. Dans les premiers mois de la vie, même intra-utérin, il y a des mouvements qui font qu'ils vont devenir naturels tout le long de notre vie. Au même titre qu'être gaucher ou droitier, ou alors, je fais comme on aime parce que ça marche très très bien. Faites tous comme moi, on croise un peu les bras. Voilà. Donc qui comme moi a un bras gauche au-dessus? On est combien? Voilà. Voilà. C'est nombreux. Ça n'a rien à voir avec gaucher et droitier déjà, parce que vous voyez qu'on est à peu près la moitié. Très vite, essayez de faire l'inverse. Voilà, ça marche à chaque fois. Hein. Voilà. Il y a un mouvement qui est naturel, l'autre qui n'est pas. Bon, en fait, les réflexes archaïques, les préférences motrices, c'est ça. Il y en a des dizaines, et ça devient un mouvement naturel, qui est en fait un mouvement de performance, c'est pour ça qu'on le voit chez les sportifs de haut niveau. Et en tant que thérapeute, c'est extrêmement intéressant, parce qu'on a tous plusieurs cordes à notre arc et on se rend compte en fait qu'il y a des techniques qui fonctionnent très très bien chez des patients et pas du tout sur d'autres. Bon, en fait, ça c'est lié à nos propres préférences motrices en tant que thérapeute et aux préférences motrices de nos patients. Donc dès lors, on peut connaître les préférences motrices déjà les nôtres et celles de nos patients, on va pouvoir s'adapter et utiliser le bon outil pour notre patient. Donc ça change vraiment la donne. Donc on le retrouve beaucoup dans ce sport de haut niveau, en fait on va pouvoir l'utiliser pour tous nos patients. Parce que ça va générer un mouvement naturel et du coup, source de régularité et de performance. Et à titre préventif pour la prévention des blessures, c'est pour ça que j'ai axé sur le sport de haut niveau, mais sachez qu'on peut l'utiliser pour tous nos patients. Il n'y a aucune contre-indication, de gamin au senior, il n'y a aucun souci. Donc, je vais vous présenter au départ, en fait, là où il y a des publications scientifiques, c'est au niveau de la course à pied. Donc, il y en a qui connaissent bien. On va le redire un petit peu. Alors, sur la course à pied, tout se dit. C'est extrêmement intéressant. Il y a une méta-analyse qui a été faite ici pour savoir est-ce qu'il existerait en fait une foulée idéale. Voilà. On se rend compte que très souvent, on a ici Gebrselassie, hyper connu en course pour ses exploits, 10 fois champion du monde, avec une course très très typée, très aérienne, avec un plan du corps assez incliné vers l'avant, une utilisation excessive des coudes, vous avez une belle attaque médiocre. Et puis parfois, on peut observer, même chez les très bons, Gomez-Noya, quand même une médaille d'argent à Londres, il a aussi une technique médio-pied, mais on peut remarquer qu'il a une posture beaucoup plus vers l'arrière, et il va utiliser ses coudes de façon, en tout cas beaucoup moins que Gebrselassie. Il a vraiment, on va plus le voir sur l'autre plan. Voilà. Donc vous voyez qu'il utilise plus les épaules en fait. Hein. Gebrselassie c'est beaucoup les coudes, alors que Noya c'est beaucoup plus les épaules. Et quand vous voyez un petit peu, il a une tendance à attaquer, comme s'il allait attaquer par le talon, puis au dernier moment il est en phase médio-pied. Donc les deux sont en phase médio-pied, mais l'autre avec une préparation complètement différente, avec un corps qui est beaucoup plus incliné vers l'arrière. Bah, en fait, non, il n'y a pas de course idéale. Il n'y a pas un pattern moteur idéal. On est tous différents. Bah, ça, c'est lié aux préférences motrices. Donc, il y en a un qui connaît ça depuis longtemps, vous connaissez bien en tant que kiné, c'est Raymond Sohier, qui déjà en 89 avait évoqué dans son livre « Démarche pour la machine humaine » le côté marche par le bas et marche par le haut. Donc, celui qui est marche par le haut sera plus facile pour moi, parce que je marche par le haut. En fait, il va utiliser la force de ses épaules. Hein, il va se pencher vers l'avant et il va se rattraper. Donc c'est pour ça qu'à la marche, on va avoir plutôt une attaque médio-pied, une inclinaison vers l'avant. Et pour se stabiliser, il va utiliser ses coudes. Alors que le marche par le bas, lui, il va utiliser la force de ses cuisses. Tout va venir d'en bas. C'est pour ça qu'il est plus incliné vers l'arrière. Et du coup, il se stabilise avec une attaque talon. Donc ça, on le retrouve très très tôt, même chez les enfants. On a ici le petit brun qui a un marche par le haut et le petit blond un marche par le bas.
vous allez voir que déjà le petit brin est incliné vers l'avant. Hein. Le petit blond, donc le marche par le bas, va attaquer beaucoup du talon, là on le voit bien, c'est très marqué chez lui. Une position du bassin qui va être différente. Et puis regardez bien, c'est très marqué chez le petit marche par le haut, le petit brin, une utilisation excessive des coudes. Pas du tout chez le petit blond. Donc ça, ils sont très typés ceux-là. Et on le retrouve très très tôt. C'est un observable à faire chez les enfants. Donc on le retrouve à la marche, et puis on va le retrouver également dans la foulée. Donc ça, c'est le laboratoire Volodalen qui a beaucoup travaillé là-dessus avec Cyril Gindre. On retrouve justement Gebrselassie et Noya. Donc les caractéristiques ici de ce qu'on appelle les aériens pour les marches par le haut et les terriens pour les marches par le bas, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, avec donc les aériens avec un côté très élastique et très oscillant, vont être vers l'avant. Ils vont être plutôt sur avant-pied, médio-pied, et ils vont utiliser beaucoup les coudes. Alors que les terriens, donc les marches par le bas, vont être beaucoup plus vers l'arrière, utilisation plutôt des épaules, un centre de gravité vers l'arrière, et plutôt une attaque talon, ou alors s'ils sont en phase médio-pied, dans la préparation du geste, c'est comme s'il allait attaquer par le talon, et au dernier moment, il est en médio-pied. Donc peu importe qu'on soit à la marche, à la course, et peu importe la vitesse, qu'on soit à 10, 12, 18 km/h, 20 pour ceux qui peuvent, on va retrouver exactement toujours les mêmes forces intrinsèques, qu'on soit aérien ou terrien. Donc le laboratoire Volodalen a quantifié tout ça avec des accéléromètres, des lunettests, des blocs. Donc ce qu'on peut remarquer, c'est que l'aérien est beaucoup plus raide, il va utiliser beaucoup plus le côté élastique. Donc, du coup, il va avoir un flying time élevé et un temps de contact au sol très court. Par rapport au terrien, qui lui va être plus longtemps au sol, il va être beaucoup moins oscillant, il va être plus horizontal, hein, et forcément un flying time moins élevé que l'aérien. Même si on met un EMG, on va pouvoir voir que le terrien va coactiver plus rapidement le semi-tendineux, du fait de sa triple flexion, alors que l'aérien va utiliser plus le gastroplénien latéral. Donc là, vous avez un résumé de tout ce qui est terrien et aérien. Donc l'aérien, je le répète, est très oscillant, penché vers l'avant, utilisation des coudes, une attaque médio-pied, voire avant-pied, alors que le terrien est beaucoup plus vers l'arrière, une utilisation plutôt des épaules et une tendance à attaquer par le talon. On va le voir ici. Donc vous allez voir qu'elles ont toutes les deux une phase médio-pied, mais avec deux stratégies différentes. Donc là, c'est Miranda Cafré qui a gagné l'Ironman d'Avril. Donc regardez bien, elle est complètement inclinée vers l'avant. Elle utilise beaucoup plus les coudes pour se stabiliser. On le voit bien, hein, c'est très net. Vous voyez que l'autre a quand même une attaque médio-pied, mais plus vers l'arrière. Voilà. Donc, beaucoup d'entre vous avez fait la clinique du programme, moi le premier. Alors, je suis le premier à prôner les semelles minimalistes. Moi, je cours avec ça, avec des vidéos partout. Ouais. Je suis le premier en tant que podologue à être plutôt contre la semelle orthopédique. Mais la transition minimaliste est intéressante, mais elle ne va pas être la même du tout pour un terrien et un aérien. C'est juste ça. Et par rapport à certaines pathologies, on va faire le lien après avec les préférences motrices et les pathologies. Mais dans certaines pathologies, c'est une contre-indication. On ne peut pas dire à tout le monde, allez, tout le monde en minimalisme, et on attaque avant pied, c'est pas possible. Il faut vraiment prendre en compte cette préférence motrice. Même si Blaise est charmant et passionnant, je mets quand même des bémols par rapport aux préférences motrices et à la condition de pouvoir. Donc, dans le côté aérien et terrien, il y a aussi des sous-groupes. On a vu que l'aérien était très élastique, alors que le terrien est plutôt concentrique. Donc en fait, il y a des aériens des élastiques en pied, et vous avez des terriens ce sont des concentriques en cuisse. Alors déjà, ne serait-ce qu'en termes de conseils de chaussage, on va pouvoir mettre des drops très faibles chez les aériens et surtout les élastiques en pied, et beaucoup moins pour les terriens et surtout les concentriques en cuisse. Une notion très importante pour le chaussage, c'est la flexibilité de l'avant-pied. Un terrien
qui va avoir une tendance à attaquer par le talon, c'est très important pour lui d'avoir une grande flexibilité de l'avant-pied. Et on a beaucoup de contraintes maintenant dans les chaussures, avec des stabilisateurs et des amortis importants, et avec ce manque de flexibilité, on va avoir un problème de périostite ou tendinite d'Achille. Donc pensez à ça. Je crois que vous l'avez dans vos diapos. Donc je tenais à vous montrer ça, c'est une étude très récente. On a mis des accéléromètres chez Kilian Jornet, couplés en fait à un GPS, pour voir en fonction du dénivelé, est-ce qu'il est plutôt médio-pied, arrière-pied ou avant-pied. Et en fait, ce qui est étonnant, c'est qu'il est à la moitié de son temps sur l'avant-pied et le tiers de son temps en milieu-pied. Une chose intéressante, c'est que de plus en plus dans la course, il attaque talon. Donc les chercheurs ont mis l'hypothèse ici qui n'existe pas non plus. Une foulée idéale. Donc en fait, c'est la capacité de switcher d'une technique à une autre qui serait la plus intéressante. Donc là, en l'occurrence, pour Kilian Jornet, on est plutôt en présence d'un aérien. Et au fur et à mesure de l'état de fatigue, il viendrait un petit peu en terrier. Donc c'est ça qu'on va essayer de mettre en place chez nos coureurs. C'est aller toujours dans ses points forts. Et puis, en fonction de son état de fatigue, en confiance, on peut aller sur un autre type de foule. Donc on va être un petit peu plus précis. On va faire le lien maintenant, parce que c'est quand même l'objet, la thématique d'aujourd'hui, avec la posture. En fait, on va tolérer une posture un petit peu vers l'avant chez un aérien et une posture un peu vers l'arrière pour un terrier. Alors très souvent, on va le voir après avec les pathologies, on est souvent en excès de sa préférence. Donc là, on va revenir un petit peu sur cette tolérance. Est-ce qu'un aérien peut accepter de revenir légèrement, mais surtout pas être vers l'arrière, et inversement pour le terrier. Donc là, on a du coup le lien avec les chaînes musculaires. On va parler des chaînes GDS avec Philippe cet après-midi. On aura pu parler de Busquet ou d'Anatomy Twin avec Meyers. Mais forcément, un aérien va utiliser préférentiellement une chaîne postérieure, alors qu'un terrien va utiliser préférentiellement sa chaîne antérieure. D'accord? Donc c'est là on va pouvoir faire le lien avec les pathologies. Si je suis en excès, moi en tant qu'aérien, de ma préférence, je peux provoquer par exemple une tendinite d'Achille chronique. Bah, la première des contre-indications, alors qu'on nous a tous appris ça en tant que podologue, c'est de mettre une talonnette. Pourquoi? Parce que je vais mettre encore plus en excès ma chaîne postérieure. D'accord? Donc là, c'est la première contre-indication. C'est pour ça qu'on va pouvoir faire le lien avec les préférences motrices entre la pathologie, mais également le poids des entrées sensorielles au niveau postural. C'est ce qu'on va faire dans 5 minutes. Donc rappelez-vous bien, l'aérien, il est élastique, okay, alors que le terrien est beaucoup plus concentrique. Bah, la première des applications, c'est en prépa physique et en rétractisation. On est tous d'accord, les athlètes doivent passer par l'ensemble des ateliers du plus élastique, biométrique et plus concentrique. Mais là encore, si on va aller, pour éviter la blessure, on va aller toujours dans les forces de nos athlètes. Donc un aérien, 2 tiers de son temps, on va le mettre plutôt sur ce type d'atelier, et 1 tiers de son temps plutôt ici. Inversement pour le terrien, 2 tiers de son temps dans ses forces, côté concentrique, et 1 tiers de son temps côté élastique. De la même façon, pour un même exercice, on va pouvoir avoir des consignes différentes. Un aérien ici, on va le mettre plutôt en extension avec des charges faibles, alors que le terrien, qui adore la triple flexion, va pouvoir le mettre comme ça avec plus de charge. Donc il y en a un qui connaît bien ça, c'est Gilbert Enioka. Certains connaissent ici, ceux qui sont fans de rugby. Ce gars-là, en fait, c'était un coach mental en entreprise avant. Et maintenant, il fait la pluie de beau temps chez les Grecs. Je ne sais pas si vous avez vu Onesta il y a un mois qu'on a gagné. Qu'est-ce qu'il disait? Exactement comme ce gars-là. Les points forts, les points forts, les points forts. Que ce soit physique ou mental, on axe tout sur les points forts. Quand on regarde les Blacks s'entraîner, ils passent en fait par tous les ateliers. Mais en fonction de leurs préférences motrices, les aériens vont aller 2 tiers de leur temps sur le côté très pliométrique et seulement 1 tiers de leur temps sur le concentrique.
et inversement pour les terriens. Ils prennent en compte systématiquement leurs préférences motrices pour éviter les blessures et aller tout le temps vers la performance. Vous, je pense que vous faites encore pas mal de proprio. Chez vos patients, faites la même chose. Respectez ces 2 tiers, 1 tiers, mais un aérien, on va le mettre plus en extension ici, alors que le terrien, on va pouvoir vraiment aller sur la triple flexion sans problème. Ok? Donc avec Marc Charpentier, qui est un kiné, on a travaillé beaucoup sur le myolux. C'est un appareil qui nous permet en fait de mesurer la capacité des exerceurs en concentrique et en excentrique grâce à un petit accéléromètre qu'on trouve ici. Et il intéresse, on va pouvoir différencier entre le pied gauche et le pied droit. Et en fait, on s'est rendu compte que les exerceurs ont une capacité beaucoup plus importante en excentrique pour les aériens et en concentrique pour les terriens. Et puis donc l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir différencier entre pied gauche et pied droit. Donc là, on passe à une autre préférence motrice. On a tous, là aussi, un point fort sur pied gauche et pied droit. Il y en a un qui est plus raide, il y en a un qui est plus aérien et qui est moins terrien. On va pouvoir mesurer ici, différencier cet appui préférentiel gauche ou droit. Voilà un exemple qui est plus excentrique à gauche. Alors si vous suivez, on a quoi là? Aérien ou terrien? Allez-y. Aérien, on a qui suit sinon. Ouais, on a plus un aérien. Ça c'est utilisé à l'AS Monaco pour l'instant. Il y a son médecin qui publie un peu là-dessus. Il y a PSG et Lyon qui viennent d'investir. Donc en fait, à titre préventif, tous les joueurs passent par une rééducation en biofeedback. Pour les aériens, on va les mettre en concentrique et pour les terriens en excentrique. Là, c'est à titre préventif. Okay. Donc nous, on a des appareils aussi de mesure avec des plateformes de stabilité. Et en fait, on va pouvoir déjà, alors on a des tests cliniques, mais on peut le valider avec des appareils de mesure. Dans l'occurrence, on peut voir plutôt un aérien, là c'est l'avant-pied, là c'est l'arrière-pied. Là c'est plutôt un aérien, avec une préférence d'appui à droite. Alors là, très certainement, c'est un excès de sa préférence, et en l'occurrence, il a une tendinite d'Achille à droite. Donc on a bien sa préférence motrice, aérien, préférence droite, mais là vraiment en excès 40% d'appui sur l'avant-pied, c'est énorme. Ça me donne en fait une sorte de cadran plantaire. Est-ce qu'on est plus vers l'avant, plus vers l'arrière, et plus à gauche, plus à droite. Et en fait, on va sous-peser le poids de l'information sensorielle. On va y revenir tout à l'heure pour faire un lien avec la posture. Cette prégnance d'appui, elle est extrêmement intéressante parce qu'on va faire le lien avec la pathologie. Donc, comme je vous le disais, on a souvent des lésions liées à un excès de sa préférence, comme le tendinite d'Achille pour un aérien. Mais on a aussi beaucoup plus d'instabilité articulaire du côté contralatéral à la préférence d'appui. On va faire le lien avec la préférence motrice et la pathologie. Là, je vous ai mis mon exemple. On a fait des stats. Et pour chaque préférence motrice, on va retrouver des pathos, soit par excès, soit par insuffisance. Et du coup, on va pouvoir savoir quel outil je vais utiliser pour mon patient en fonction de sa préférence motrice. Là, on va vraiment s'adapter au patient et non pas le patient s'adapter à notre technique. On mettrait la même pour tout le monde pour la même pathologie. Alors, on va être beaucoup plus subtil et plus fin parce qu'on va s'adapter à notre patient. Là, je n'ai mis qu'une préférence motrice. Il en existe au moins 16. On peut aller jusqu'à 190. Donc voilà, on va essayer de trouver le juste équilibre entre la préférence motrice et la pathologie. Et puis, je vous ai rajouté le poids de l'information sensorielle
au niveau posturé, pour faire le lien avec toutes les interventions d'aujourd'hui. Voilà. Très rapidement, la posturologie, c'est hyper simple. Retenez ça, c'est tout ce qu'il nous a donné. Le noyau vestibulaire va recevoir toutes les informations des entrées sensorielles qui sont le pied, l'œil, les muscles du cou, le vestibule, et on peut rajouter tout ce qui est crânio-mandibulaire et orofacial. Ces noyaux vestibulaires, il y en a deux. Ils vont sous-peser en fait le poids de l'information pour donner l'information ensuite au cervelet qui lui-même va redistribuer au niveau des chaînes musculaires. Donc vous comprenez que si on a un poids de l'information sensorielle qui est asymétrique entre le noyau vestibulaire à gauche et à droite, on va avoir une répercussion au niveau des chaînes musculaires avec des tensions asymétriques. Voilà, c'est aussi simple que ça la posture. Donc dans la physiologie, on a une équivalence d'influx nerveux entre le noyau vestibulaire à gauche et à droite en lien avec les informations sensorielles des yeux, de la mâchoire, des pieds, etc. Okay. Et puis dans la patho, on va avoir ce plateau en déséquilibre. Hein, et ça va expliquer la répercussion au niveau musculaire. Là, vous avez une super publication qui a prouvé cette asymétrie au niveau des noyaux vestibulaires pour la scoliose. Donc là, la scoliose, c'est bon. Retenez ça, la scoliose, kiné ostéo indispensable, semelle posturale et orthopsie indispensable. J'oublie pas les dentistes non plus, mais ça c'est indispensable. Bernard le disait depuis 30 ans, mais maintenant on a enfin des publications qui le prouvent. Donc si je reviens à mon patient qui était aérien avec une prédominance d'appui à droite, d'accord? Vous vous rappelez? Ça c'est en statique. Mais sachez qu'on va pouvoir également le retrouver en dynamique avec des plateformes. On va pouvoir analyser est-ce qu'il est aérien ou terrien. Donc on a des plateformes maintenant comme ça qui vont déterminer la foulée. Donc là vous avez par exemple un exemple, l'aérien avec le côté droit prédominant. C'est vous voyez les courbes ici rouge et bleu. C'est la même chose qu'en statique, on retrouve en dynamique. Là, c'est un exemple d'un terrien. Vous voyez que ces pics rouges et bleus sont plus importants sur la première phase. On va également pouvoir le retrouver à la course, en statique, à la marche, à la course. On va les faire embarquer maintenant. Ça nous permet de retrouver exactement les mêmes mesures, avec ici un aérien, on est plus sur l'avant-pied, et vous voyez que le côté bleu est plus important que le côté rouge. Ben ça, c'est le pied droit. On trouve le même patient en statique, à la marche, à la course. Ben, ce patient, en fait, c'était une entrée purement plantaire. Il a suffi de mettre une cale de 1 mm ici, et vous voyez que de 40%, on passe à 33% sur l'avant-pied droit. Vous voyez que là, on respecte la préférence motrice du patient. Il est encore plus vers l'avant et un petit peu plus à droite. On a juste freiné l'excès. On garde sa préférence, on conserve sa préférence. Et là, en fait, il suffit juste de faire ça pour que le kiné et l'ostéo puissent enfin fonctionner. Parce que tant qu'on était avec une entrée plantaire et un excès de sa préférence, ça ne pouvait pas fonctionner. Donc, voilà le message. C'est trouver le juste équilibre entre les préférences motrices, la pathologie et le poids des entrées sensorielles en posture. C'est aussi simple que ça. N'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez des questions aussi, parce que j'ai utilisé pour une formation.